puis, on va démarrer dans un tout petit instant. Et en attendant, je vous propose de participer au quiz qu'on vous a proposé là, pour introduire ce webinaire. Ok, vous nous entendez, super. Donc bonjour à tous, bienvenue. Je vais présenter dans un tout petit moment les personnes qui vont vous parler aujourd'hui des métiers de bouche. Et en attendant qu'on démarre, je vous propose de participer au quiz. Donc avec une première question, selon vous, quels sont les métiers qui recrutent le plus en Pays de la Loire? Une deuxième question qui est, quelle est la moyenne d'âge des recrutés? Est-ce que c'est moins de 30 ans ou est-ce que c'est plus de 30 ans? La troisième question, selon vous, quel est le pourcentage des recrutements considérés comme difficiles? Donc c'est hors apprentissage et métiers de vente. Donc on est vraiment sur les métiers de bouche, le cœur des métiers. Voilà, quels sont selon vous les métiers jugés comme difficiles? Alors Marie, de son côté, nous dit qu'elle n'a pas de son, mais je pense que on a notre collègue Vincent Bardet qui va pouvoir voir avec vous, Marie, pour la question du son, puisque Vincent Bardet fait l'assistante technique aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, pour effectivement vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur les métiers de bouche, je suis accompagné de Audrey Beaufort de la Chambre des métiers de l'artisanat. Bonjour. Je suis également accompagné de Germain Gautreau, donc qui est charcutier traiteur et boucher à Saint-Molf, donc dans l'ouest du département de la Loire-Atlantique. Et puis également, tout à l'heure interviendra Monsieur Tinguy. Bonjour. Monsieur Tinguy, donc du centre de formation H3O. Donc un programme chargé. Donc on va démarrer rapidement et puis les derniers participants vont nous rejoindre dans les quelques minutes à venir. Donc je vous laisse encore une petite minute pour répondre au quiz et puis on donne les réponses dans un tout petit instant et on va démarrer par la suite. Alors on a une première question, pourrez-vous citer les poissonniers? On en parle. Oui. On en parle, eh bien très bien, super. C'est bon pour le son pour Marie, très bien. Alors pour l'instant, vous êtes 8 à avoir participé au quiz. Eh ben, on va diffuser les résultats du quiz, des différentes questions. Et puis donner les réponses. Et ensuite, on démarrera avec l'intervention d'Audrey Beaufort de la Chambre des métiers de l'Artisanat sur un panorama un petit peu général sur les métiers de bouche. Donc sur la première question, quels sont les métiers qui recrutent le plus en Pays de la Loire? Vous êtes 4 à penser que c'est le métier de boulanger et 4 que c'est le métier de boucher. Donc effectivement, la bonne réponse, c'est le métier de boulanger. On commentera par la suite un petit peu cette question. Sur la moyenne d'âge des recrutés, on est sur une moyenne d'âge de moins de 30 ans. Donc 5 d'entre vous ont la bonne réponse là-dessus. Ça correspond effectivement aussi aux réalités de ce métier avec les recrutements par apprentissage, etc., qui permet d'avoir des professionnels qui démarrent dans cette filière assez jeunes. Et puis sur le pourcentage des recrutements considérés comme difficiles, la bonne réponse c'était 82%. Donc c'est aussi ce pourquoi on parle aujourd'hui avec vous des métiers de bouche, c'est parce que c'est un secteur où il y a des besoins en main d'œuvre. On va le détailler au cours de ce webinaire. Donc je vais laisser la parole tout de suite à Audrey Beaufort qui va commencer à vous présenter effectivement les métiers de bouche. Déjà dans un premier temps, de pouvoir se dire quand on parle des métiers de bouche, de quoi on parle. Oui. Je vais vous présenter en effet quelques données de cadrage sur le secteur. Je ne vais pas trop parler des métiers, des compétences recherchées, c'est plutôt les interlocuteurs suivants qui vont aborder ces questions-là. Et déjà, quand on parle des métiers de bouche, de quel métier est-ce qu'on parle? On parle des métiers de boulanger-pâtissier, de boucher-charcutier, de poissonnier, et aussi un métier transversal qui est le métier de la vente en alimentation. Et d'ailleurs, quand je vois que j'ai indiqué boucher-charcutier, j'aurais dû indiquer boucher-charcutier-traiteur, comme M. Gautreau, lui, est charcutier-traiteur, et ensuite boucher, mais il nous l'expliquera. Lorsqu'on parle des métiers de bouche, on raisonne artisanat, ce sont en effet des métiers d'artisanat, les métiers de bouche, mais en fait, ils offrent des débouchés plus larges. On retrouve des métiers de bouche dans la grande distribution, dans l'industrie agroalimentaire, dans l'artisanat, dans la restauration et aussi dans d'autres secteurs comme l'hôtellerie. On va parler ici uniquement de l'artisanat, qui est quand même une part importante des débouchés. On a à peu près 2/3 des boulangers qui travaillent dans l'artisanat et 1/3 des bouchers. La spécificité de l'artisanat par rapport aux autres secteurs, c'est qu'on offre en plus un autre choix de carrière qui est celui de devenir dirigeant d'entreprise.
Ok. On va pouvoir passer à la diapo suivante. Donc, la diapo suivante, effectivement. Alors, on a un petit souci de caméra. On va essayer de. Là, je l'ai arrêté, je l'ai relancé. On va voir si ça permet. Mais je pense qu'en tout cas, vous nous entendez. Ouais, bug de webcam, effectivement. D'accord. Si le son est bon, on peut Si continuer. le son est bon, on va continuer. Donc effectivement, sur la présentation du secteur. Quand on parle de métier de bouche artisanat, en fait, on parle de commerce de proximité. Et lorsqu'on parle de proximité, en fait, c'est une proximité qui a plusieurs niveaux dans les métiers de bouche. On a une proximité avec les acteurs de l'agroalimentaire, puisque les artisans des métiers de bouche sont directement connectés aux éleveurs, aux producteurs, aux pêcheurs, aux maraîchers, et du coup, ils connaissent très bien les produits locaux, ce qui est un réel atout à l'heure actuelle. On parle aussi de proximité géographique, ce sont des commerces, on l'a dit, de proximité, à proximité des consommateurs, et c'est aussi une proximité en termes d'emploi, puisque les emplois des métiers de bouche sont répartis partout sur le territoire, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Et c'est aussi une proximité dans les relations de travail. 75% des entreprises artisanales ont moins de 5 salariés. Donc on est vraiment sur des petites équipes et on est sur une relation directe avec son dirigeant, ce qui là aussi peut être un vrai plus. Et puis enfin, une proximité avec le client. Les métiers de bouche sont des métiers assez techniques, on travaille en laboratoire, M. Gaufron nous en dira davantage là-dessus, mais ce sont des métiers quand même où la relation client est très importante. Sur la diapo, vous avez les 4 premières valeurs qui sont associées au commerce de proximité. La seconde, la plus citée, c'est une valeur de convivialité. Donc on voit bien que la dimension client est vraiment très importante dans les métiers de bouche. Et d'ailleurs, cette diapo est intéressante parce que si on essaye de résumer un peu ce que sont les métiers de bouche de l'artisanat, ce sont en fait des entreprises à taille humaine dans lesquelles on s'engage pour exercer un savoir-faire, le transmettre, avec un niveau d'exigence assez élevé en termes de qualité, le tout bien sûr au service du client. Ouais, ok. La caméra fonctionne. Ouais, c'est bon. On a retrouvé une caméra. Donc, on passe à la slide suivante. Alors effectivement, vous avez une fenêtre conversation où certains d'entre vous ont commencé déjà à réagir, donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure que ça vous vienne, et puis on prendra connaissance de vos questions donc en bas à droite pour y répondre au fur et à mesure. L'idée c'est vraiment de pouvoir coller le plus possible à vos besoins. Quelques chiffres pour mesurer l'importance du secteur. Les métiers de bouche, c'est 3600 établissements en région et 11 400 emplois. En termes d'évolution, on est sur une évolution, une légère baisse en matière d'établissement et par contre une hausse des emplois. Lorsqu'on se penche d'un peu plus près sur les secteurs, en fait, la tendance est assez différente. La croissance des métiers de bouche est vraiment portée par les métiers de la boulangerie-pâtisserie, qui vont très bien. Paradoxalement, c'est quand même un métier où on observe qu'on a 3 fois moins de consommation de pain qu'en 1950. Par contre, c'est des métiers qui ont su évoluer, qui ont su diversifier leur offre, l'offre de pain, je pense que vous l'avez tous vu dans vos boulangeries, et aussi diversification en allant vers l'offre de snacking salé. À l'heure actuelle, ce qu'on appelle le snacking, la sandwicherie, et puis les petits encas de l'après-midi, c'est 30% des chiffres d'affaires de les boulangeries-pâtisseries. Donc c'est vraiment un impact considérable. Ça a aussi un impact sur la boutique en elle-même. Vous avez sûrement observé que les boulangeries-pâtisseries, de plus en plus maintenant, ont un espace de restauration sur place. Où les personnes peuvent faire consommer. Une pause déjeuner effectivement sur place. C'est ça, avec de la vente de produits associés comme des boissons chaudes, et ça change évidemment le métier du boulanger-pâtissier sur ce qui est produit, ça change aussi le métier de la vente, qui se rapproche un peu d'un métier de la restauration quelque part. Donc vraiment des métiers qui ont su évoluer. Sur les métiers de la boucherie, charcuterie, traiteur, on est sur une baisse d'établissements, une baisse des emplois. La principale raison, c'est la concurrence des grandes surfaces, qui ont vraiment fait beaucoup de mal au secteur, notamment avec la guerre des prix qu'ils ont menée, sur lesquels les artisans ne peuvent pas s'aligner. Ça a été aussi une concurrence du coup en termes de flux de consommateurs. Les grandes surfaces se sont développées en périphérie, avec les centres commerciaux qui sont associés. Les clients sont de moins en moins allés en centre-bourg pour consommer, ce qui a évidemment retiré les clients aux boucheries-charcuteries qui sont traditionnellement implantées en centre-bourg. Pour autant, alors là, on parle d'une période très longue. Sur une période récente, on voit quand même qu'il y a pas mal de choses qui bougent et qui vont dans le sens d'une revalorisation de ces activités-là. Et un retour vers le commerce de proximité, et donc y compris chez les bouchers charcutiers. Pour plusieurs raisons. Les scandales sanitaires récents ramènent les gens vers les métiers de bouche, justement grâce à la qualité dont on est les garants. On a aussi un changement des modes de consommation sur la viande, où on consomme moins de viande, mais on en consomme mieux. Les gens sont davantage prêts à mettre le prix et la qualité, ce qui va dans le sens du coup des activités de boucherie-charcuterie. Et puis, dernière chose, c'est qu'on observe de plus en plus une consommation de produits élaborés.
C'est-à-dire que c'est un peu le parallèle avec l'offre de snacking pour les boulangeries. Les gens veulent des produits pratiques, qui ont du goût, qui ont une certaine qualité. Et là, on est aussi dans ce que font complètement les traiteurs, mais ça impose peut-être de renouveler un peu l'offre pour être plus proche des nouvelles attentes des consommateurs en matière nutritionnelle, en matière d'allergènes, tout ce qui concerne aussi le sel et les adjuvants qu'on essaye de diminuer dans les produits traiteurs. Donc il y a vraiment un nouvel élan, j'ai envie de dire, sur les métiers de la boucherie-charcuterie. Pour la poissonnerie, c'est un peu la même situation. La grande surface a aussi fait beaucoup de mal aux poissonneries. Pour autant, on consomme de plus en plus de produits aquatiques en France. Et on observe une tendance qui là aussi va être favorable aux poissonneries. Il semblerait que les grandes surfaces en fait vont de plus en plus délaisser le rayon marée au profit d'un rayon libre-service, ce qui veut dire que les poissonniers seront les derniers à avoir ce savoir-faire de traiter du poisson frais, de le découper devant le client et d'emporter le conseil qui va avec. Ouais. Donc là, il y a aussi une marge de croissance potentielle pour les métiers de la poissonnerie. D'accord. Si je résume un peu tout ce qu'on vient de dire là sur les nouvelles tendances de consommation qui impactent les métiers de bouche, les consommateurs sont en recherche de qualité, de produits locaux, de repersonnaliser un peu la relation qu'il y a avec le commerce. Et tout ça, c'est vraiment dans l'ADN de l'artisanat. Donc on est un secteur traditionnel, mais qui a vraiment tous les atouts de la modernité de ce point de vue-là. Et qui effectivement, ça va plutôt dans le sens d'un retour effectivement des consommateurs vers le commerce de proximité. 27% des Français déclarent qu'ils vont maintenant plus souvent dans leur commerce de proximité qu'il y a 5 ans. Donc c'est vraiment quelque chose qui commence à devenir perceptible. C'est une tendance. Ok. Donc sur cette slide suivante, effectivement, ça permet de voir le nombre d'actifs qui travaillent dans ce secteur d'activité. Donc en région, c'est 16 700 actifs. C'est ça. Ouais. L'effet intéressant qu'on peut retenir, c'est sur l'âge de ces actifs. On l'a vu, beaucoup d'actifs de moins de 30 ans lorsqu'on rentre dans ces... C'est ça, c'est en fait un secteur assez jeune. C'est un peu moins le cas sur la partie dirigeant. On observe que dans les dirigeants des métiers de bouche, 25% ont plus de 55 ans. C'est un peu plus que la moyenne de l'artisanat. Ça veut dire que dans les années à venir, il va y avoir des places à prendre en tant que dirigeant dans les métiers de bouche. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est la féminisation des métiers. 13% de femmes dans les actifs. En fait, ça dépend grandement des métiers. Seulement 5% chez les bouchers, mais ça peut monter à 28% dans le métier de la charcuterie, qui est plus féminisé. Et les métiers de la boulangerie qui sont aussi un peu plus féminins. On observe beaucoup de femmes chez les dirigeants. Alors ça, c'est lié à un effet dans l'artisanat, l'effet de couple en fait. Souvent, quand on prend la direction d'une entreprise, on est souvent en couple, donc du coup, on a pas mal de femmes dirigeants. Autre point intéressant, c'est le niveau de formation. En fait, on observe que le CAP est vraiment le diplôme de référence dans les métiers de bouche. C'est le diplôme qu'ont le plus souvent les dirigeants, c'est le diplôme qu'ont le plus souvent les actifs, et c'est le diplôme auquel on forme le plus en apprentissage. Je parle beaucoup d'apprentissage parce que là aussi, c'est la voie d'accès principale au métier de bouche. 85% des entrants en formation se forment en apprentissage. Donc c'est vraiment la voie royale, et c'est une voie qui fonctionne puisqu'on a un taux d'insertion à 6 mois qui est 71% pour ceux qui sortent d'apprentissage. Donc il y a vraiment des emplois à la clé. D'accord. Peut-être si on revient aussi par rapport au quiz tout à l'heure, on voit effectivement qu'en volume, le nombre d'établissements, il y a 2 fois plus en gros en région de boulangerie que de boucherie-charcuterie, ce qui explique que même s'il y a des tensions sur le recrutement en boucherie, on est effectivement sur un... Le volume reste le plus important, ça reste les métiers de la boulangerie. La boulangerie. Tout à fait. Un petit point sur la formation aussi, on voit que ces métiers sont de plus en plus attractifs. On a plus de jeunes qui rentrent en formation dans les métiers de bouche. C'est lié déjà au gros travail qu'ont fait les professionnels du secteur pour valoriser leur métier. C'est lié aussi au regain d'intérêt pour le produit qui indirectement revalorise le métier. Et puis, vous l'avez sûrement tous vu, il y a aussi une mode sur les émissions culinaires qui a ramené des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs vers les métiers de bouche. Ça a mis en avant un aspect important dans nos métiers qui est la créativité. Alors, ce n'est pas la seule compétence nécessaire, mais c'en est une. C'est très valorisant pour nous. Après, ça a beaucoup fonctionné pour les métiers de la pâtisserie, pour les métiers de la boulangerie. Ça fonctionne beaucoup moins pour les métiers de la charcuterie et boucherie et poissonnerie qui sont encore en déficit d'image et en déficit de vocation. D'accord. Ok. Sur la diapo que vous avez à l'écran, je ne vais pas la commenter très longuement, mais il y a juste 2 idées à retenir sur les parcours de formation. Je vous ai parlé du CAP, c'est en effet une des voies d'accès. On a quand même une filière parallèle en termes de bac pro en 3 ans pour intégrer les métiers de bouche, qui n'est pas la voie la plus courue. La voie d'accès principale, c'est ce fameux CAP, mais de plus en plus, on va vers des niveaux de qualification supérieurs en enchaînant sur des mentions complémentaires qui permettent de se spécialiser, voire sur des brevets professionnels qui permettent d'atteindre un niveau 4, et on peut même aller vers des études supérieures avec un brevet de maîtrise dans la boulangerie qui est un niveau bac+. Donc il y a vraiment des parcours qui sont différents parcours possibles, qui peuvent en plus, il y a des passerelles entre les métiers.
Donc on peut vraiment faire du sur-mesure. Toutes ces formations sont disponibles en région, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Et puis nous, au sein de l'Université régionale des métiers, on a des conseillers qui sont dédiés à la mise en relation entre le jeune, l'adulte et l'entreprise et qui peuvent vous conseiller justement sur la meilleure solution de parcours. Donc il ne faut pas hésiter à solliciter nos collègues. Les chambres des métiers de l'artisanat, du coup, qui sont implantés sur toute la région On a un Pays de la centre de Loire. formation dans chaque département. Dans chaque département, effectivement. D'accord, qui peut renseigner effectivement les personnes qui souhaiteraient engager un parcours vers ces métiers. Tout à fait. Alors, slide suivante. Voilà. Dernier petit point d'info sur les recrutements qui vont sûrement vous intéresser. On a 1538 offres d'emploi artisanales déposées en 2017 dans les métiers de bouche. C'est à peu près un tiers du volume global d'offres d'emploi dans les métiers de bouche. Okay. On est sur des recrutements qui sont en hausse ces dernières années. On est sur des recrutements qui sont durables. On est sur des recrutements qui sont dans la moitié des cas en CDI. Donc il y a vraiment des places à prendre. Par contre, ce qu'on observe, c'est que les difficultés de recrutement sont très importantes. Oui. 82% au global, c'était la question du quiz. Ça monte jusqu'à 93% pour les métiers de boucher. Oui. Lorsqu'on interroge les artisans sur ces difficultés, c'est avant tout un problème de manque de candidats. Ouais. Tout simplement. Surtout qu'effectivement, il faut impérativement une qualification pour travailler sur ces métiers. C'est ça. Donc effectivement, il y a un déficit de candidats qui ont ces qualifications. C'est ça. Même si les artisans sont peut-être un peu plus ouverts maintenant qu'il y a une période sur la qualification, puisque lorsqu'on les interroge ensuite sur leur manière de recruter, ils passent d'abord par Pôle emploi, qui est le premier vecteur. Mais les seconds vecteurs de recrutement, c'est les fournisseurs et c'est le réseau amical et professionnel. Donc, c'est pas très novateur ce que je vais dire, mais le réseau, c'est vraiment le premier vecteur à activer lorsqu'on veut travailler dans les métiers de bouche. La recommandation est très importante. D'accord. Et du coup, ça peut jouer un peu sur un profil qui n'a pas forcément exactement la qualification. S'il est recommandé par un collègue, ça peut faire passer... il peut y avoir une montée en compétence au moment du recrutement, de l'intégration. Aussi, oui, tout à fait. Ce qu'on observe aussi dans les critères de recrutement, donc c'est d'abord la compétence. Donc la compétence, il la juge finalement plus au regard de l'expérience et des années d'expérience que vraiment le diplôme. Le diplôme n'est pas le critère principal. Il est important, mais il peut être compensé par d'autres atouts. D'accord. Et les seconds critères à égalité lorsqu'un artisan recrute, c'est le feeling et c'est l'adaptation à l'équipe. Donc là, vraiment, on voit que les critères humains ont une place très importante dans les recrutements, dans les métiers de bouche. On est sur des modes de recrutement qui sont peu standardisés, donc ils laissent la place à la rencontre. Et je pense que M. Gautreau nous le dira, mais s'il tombe sur un profil qui est très motivé pour intégrer ces métiers, même s'il est un peu atypique, on trouvera des solutions pour qu'il puisse s'insérer dans les métiers de bouche. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement. Ok, eh bien, merci Audrey. Est-ce que vous avez des premières questions sur ce panorama général donc en région Pays de la Loire des métiers de bouche? N'hésitez pas, on va pouvoir y répondre. Peut-être aussi pour pouvoir alimenter un petit peu nos échanges pour la suite, on va vous proposer un petit sondage que vous avez donc sur la droite, là, en dessous de la fenêtre de vidéo. L'idée, c'est de pouvoir sonder avec vous, c'est quoi vos difficultés. Est-ce que vous avez des difficultés pour orienter des personnes ou accompagner des projets professionnels dans les secteurs des métiers de bouche? Et si vous avez des difficultés, quelles sont-elles? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas d'usagers qui sont en demande vers ces métiers? Est-ce que c'est parce que les métiers sont pas suffisamment connus? Ou est-ce que c'est l'entrée en relation avec les employeurs qui est compliquée ça peut être pour des stages, pour des enquêtes métiers, pour tout ce type de démarche pour valider un projet professionnel que vous connaissez. Donc je vous propose de répondre à ce sondage et puis on va poursuivre tout de suite ce webinaire avec l'intervention donc de Germain Gautreau de la boucherie Saint-Molf et de la charcuterie Saint-Molf. Autre métier, mais Monsieur Gautreau va nous en dire plus dans un petit instant. Je vous laisse encore 1 ou 2 minutes pour répondre au sondage. Et puis, si vous avez des questions, effectivement, n'hésitez pas aussi à pouvoir poser des questions. On y répondra au fil de l'eau avec les différents intervenants. Donc, on a 5 réponses. On va diffuser les résultats. Pas de demande. Donc effectivement, vous êtes 5 sur les participants à la webinaire qui disent, en fait, finalement, aujourd'hui, si on n'oriente pas de personnes vers ce secteur, c'est avant tout parce qu'on n'a pas de demande des usagers. Donc, et alors effectivement, on a également Marie-Laure de la région qui nous dit image difficile du métier, particulièrement les conditions d'emploi, les horaires, et puis le travail des produits viande, poisson aussi qui est peu attractif ou qui est jugé en tout cas peu attractif.
Donc effectivement, on voit que c'est ce qui peut constituer un frein pour aller vers ces secteurs d'activité. On va poursuivre effectivement donc ce webinaire avec Monsieur Gautreau. Donc je tourne l'écran. Donc peut-être juste pour présenter effectivement cette entreprise, donc la charcuterie Gautreau, elle se trouve à Saint-Molf en Loire-Atlantique. Donc c'est une entreprise dont vous êtes le dirigeant, Monsieur Gautreau, et vous êtes la cinquième génération. Cinquième génération. D'accord. Donc un effectif qui varie dans l'année entre 12 à 20 personnes selon la période de l'année, puisqu'effectivement on va le voir. On a une activité saisonnière qui est relativement importante du fait de votre localisation, exactement. La localisation qu'on va voir sur la slide suivante. Donc effectivement, vous voyez, on se situe complètement à l'ouest de la région Pays de la Loire, et donc vous avez 3 points de vente. L'établissement principal, le laboratoire, il se situe à Saint-Molf. À Saint-Molf. Et ensuite, vous avez 2 autres points de vente. Deux autres points de vente. Un point de vente au Croisic sur le port, et donc on fait un marché à Guérande aussi. Vous êtes présent 2 fois par semaine au marché de Guérande également. Alors à partir de la semaine prochaine, ce sera 4. Ce sera 4 fois en saison, c'est 2 fois le reste de l'année. Et donc 5e génération, et vous avez fêté, vous me disiez tout à l'heure, en octobre vos 110 ans. Les 110 ans de la maison, voilà. Jeune entreprise de 111 ans maintenant. Donc c'est une belle longévité en tout cas. Je ne sais pas si c'est monnaie courante dans ce secteur. On doit avoir, on est plusieurs quand même à avoir passé le cap des 100 ans. Ouais. D'accord. Et donc on a Charlotte du département du 49 qui nous dit c'est une charcuterie très connue sur le secteur et par ma famille des produits de qualité. Bah écoutez, déjà c'est bien, on commence bien. Le feedback est plutôt positif. Donc la spécialité de votre boulangerie, de votre établissement, donc charcuterie, traiteur et boucherie, c'est donc l'achat et la qualité de l'approvisionnement. Vous êtes très attentif à cet aspect-là. Oui, on travaille essentiellement avec en circuit, alors ce qu'on appelle maintenant circuit court, mais nous on l'avait déjà entrepris depuis à peu près 25 ans. C'est démarche 25-30 ans même. Tout ce qui va être l'approvisionnement de toutes les denrées alimentaires justement qui vont servir à la réalisation ou à la vente en direct de produits crus. Ouais. C'est sélectionné le minimum chez nous. On parlait tout à l'heure de la qualité. C'est le label rouge, le minimum. Ouais, d'accord. Et donc effectivement, ce qui est précisé là sur la slide, vous travaillez avec du porc qui provient d'élevage certifié, les appellations d'origine protégée, et puis vraiment un approvisionnement avec des éleveurs locaux que vous connaissez, etc. Et c'est ce qui fait peut-être la clé du succès de votre établissement. Et en tout cas, vous êtes connu jusque dans le Maine-et-Loire. Voilà. Ok. Alors peut-être ce qui est intéressant pour les conseillers auxquels on s'adresse, donc qui sont de Pôle Emploi, qui sont des professionnels de la région, des départements, des missions locales, c'est de pouvoir se dire, ben voilà, quand vous recrutez, on voit qu'en plus vous avez une activité saisonnière avec un accroissement. Quand vous recrutez, c'est sur quel poste de travail aujourd'hui? Surtout, voilà, je dirais même dans les deux postes, que ce soit la vente et la fabrication. Ouais. En vente, on a toujours besoin donc de saisonniers, tout ce qui va être de période quasiment de Pâques jusqu'à fin septembre. Ouais. Et pour la fabrication, toujours cette période-là. Et en plus, j'ajoute tout ce qui est fête de fin d'année. Où il y a un surplus d'activité aussi à ce moment-là qui nécessite. D'accord. Et donc les derniers recrutements, comment vous avez procédé? Est-ce que vous rencontrez des difficultés? C'est quoi les critères de recrutement? J'ai suivi un peu l'exemple de tout à l'heure. Donc la première chose, c'est déjà Pôle Emploi. Après, souvent, on met le réseau un peu, je dirais, en route, le relationnel que ce soit entre familial, même collègues, ou de bouche à oreille. Mm-hmm. Donc après, en fonction du type de personne, il va falloir qu'il travaille en équipe, s'il a envie d'apprendre ou de se laisser tenter par l'expérience. Je dirais qu'on donne notre accord de l'autre côté. Vous êtes assez ouvert sur. Ouais, tout à fait, d'accord. Par contre, effectivement, par exemple, si on prend les métiers de la fabrication, on voit que c'est là particulièrement où c'est difficile. Le niveau de recrutement, le CAP, par exemple, en boucherie est impératif.
Ou est-ce Ou qu'aujourd'hui, autrement, après, on peut éventuellement après prendre des jeunes qui sont en apprentissage ou en formation. Je dirais qu'on est assez ouvert là-dessus. Il y a certains postes, forcément, aussi à responsabilité. Donc là, on va avoir une demande au niveau, enfin, une formation qui soit un peu plus poussée. Et après, je dirais, on s'adapte. Après, s'il faut faire monter en compétences, même certains jeunes qui ont la carrure pour pouvoir reprendre un poste à responsabilité. Ouais, qui présentent des prédispositions pour pouvoir. D'accord. Ok. En termes donc de formation, vous avez vous travaillez donc avec sur des apprentissages en CAP boucherie. Vous avez aussi des recrutements d'adultes, par exemple, puisque vous accompagnez. Oui, c'est arrivé dernièrement avec une reconversion militaire. Enfin, voilà. D'accord. Donc, c'était un ancien militaire qui est venu en formation, donc aussi femme Saint-Luce, pour justement passer son CAP, et puis donc on l'a emmené jusqu'au brevet professionnel. D'accord. Et le contact, c'est lui qui spontanément s'est présenté à vous avec ce souhait. Et est-ce qu'en amont, il y a eu un stage de réaliser pour valider le projet ou... Oui, tout à fait. On avait justement profité de la période estivale pour justement pouvoir le mettre en condition, voir si c'était vraiment son souhait de continuer, de perdurer. Et puis, après, à partir de septembre, on avait mis en place le contrat d'apprentissage. D'accord. Ok. Alors effectivement, on voit une question donc de la CMAR, la Chambre des métiers de l'artisanat de la Sarthe, qui demande est-ce que vous avez des difficultés à recruter des salariés actuellement? Oui, plus au niveau des postes, parce qu'on a eu un petit trou de génération là depuis quelques années où on a un petit écart d'âge entre l'ancienne génération et la nouvelle. C'est vrai que la nouvelle est pas forcément prête justement pour pouvoir reprendre les rênes de la responsabilité. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai 2 jeunes en place qui vont justement, je pense d'ici quelques années, reprendre, qui montent en compétences et qui vont pouvoir reprendre des postes à responsabilité, parce que dans les 5 ans à venir, chez nous, on aura à peu près le quart du personnel qui va partir justement en retraite. D'accord. Donc là, on a déjà lancé un peu, je dirais, la préparation, anticiper effectivement ces départs. Voilà. D'accord. On voit ça plutôt sur du long terme. Enfin, tout ce qui est relation un peu de travail, je dirais que c'est plus sur du long terme. Et ça veut dire aussi qu'on est sur des métiers où il y a effectivement des évolutions possibles entre le jeune qui se forme en apprentissage, qui commence à occuper le poste, et puis ensuite, s'il monte des prédispositions, il peut monter en responsabilité. Tout à fait. Là, on a eu le cas, donc un apprenti qui a commencé justement en CAP, qui a suivi le cursus un peu, je dirais, standard, où c'était mention complémentaire traiteur, et donc passé son BP. Et là, il va, d'ici, je pense, 2 ans, il va apprendre justement toute la partie charcuterie. D'accord. La responsabilité. D'accord. Alors, on avait également une question donc de Marie de la mission locale qui nous demande comment se répartissent les besoins sur le département de Loire-Atlantique. Donc, c'est peut-être plus vous au niveau de la Chambre des métiers qui allez pouvoir répondre. J'ai pas forcément les pôles urbains, c'est pas grave, concentrent un peu plus d'emplois, bien évidemment, mais il y a aussi des besoins dans des charcuteries en milieu rural. Donc en volume, c'est évidemment les pôles urbains qui concentrent, mais il y a vraiment de l'emploi et des besoins partout, parce que ce que décrit M. Gautreau, avec des salariés qui partent en retraite, c'est vrai dans toutes les boucheries. D'accord. Donc c'est plutôt effectivement sur l'ensemble du territoire et en région Pays de la Loire, sur les autres départements également, on est sur quelque chose. Effectivement, c'est la caractéristique des emplois de proximité d'être disséminés sur le territoire, et donc ok. Sur les pratiques de recrutement, donc vous nous avez dit Pôle emploi, est-ce que vous avez d'autres manières aujourd'hui pour activer le réseau? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous participez à des forums quand vous avez l'opportunité? Oui, on avait participé avec le forum, enfin sur des forums avec notre fédération des charcutiers. Tout ce qui est les réseaux sociaux, oui, c'est vrai que c'est souvent, c'était régulièrement qu'on affiche justement les demandes d'emploi. Après aussi, il y a des fois en présentation, il y a un peu inopiné, où justement on peut être amené à discuter ensemble.
Voir si le rationnel du candidat correspond à nos besoins. D'accord. Donc ça, plutôt sur des forums ou alors même des personnes qui viennent en boutique Voilà. directement en proposant. Qui sont peut-être pas forcément du métier, mais qui peuvent, qui ont l'envie justement de se former derrière pour changer de voie, quoi. Et qui disent effectivement leur intérêt en tout cas pour ce secteur d'activité. Alors on a également une question, quel est l'effet de la saisonnalité sur votre activité, Monsieur Gautreau? Alors nous, je dirais que toute la partie estivale, vraiment de juillet, août et septembre, on a une augmentation on multiplie par 2 notre chiffre d'affaires, 2,5, sur les trois boutiques, sur l'ensemble des boutiques. Et bon, après aussi, on a l'activité traiteur à l'extérieur qui développe le chiffre d'affaires à ce moment-là. Ouais, sur les points de vente, effectivement. Vous, ça fait combien de temps que vous travaillez dans ce secteur d'activité? Eh bien, moi, ça doit faire 19 ans. 19 ans. 19 ans. 19 ans, et donc vous avez la direction de l'entreprise depuis une dizaine d'années? Depuis donc 9 ans. 9 ans, d'accord. Oui. Et alors, déjà en 19 ans, est-ce que vous avez vu le secteur évoluer? Est-ce que vous avez vu alors on parlait tout à l'heure des consommateurs, etc. Est-ce que en termes d'activité, vos métiers bougent un petit peu, vos métiers changent? Oui, nos métiers ils changent en permanence. En permanence, ouais. Là, on voit bien l'évolution de la clientèle en ce qui concerne la qualité. De toute façon, quand ils viennent chez nous, ils recherchent de la qualité. Ouais. Nous, on peut leur offrir tous ces produits-là. Et je dirais que maintenant, on est plus on a pris le virage où on présente une charcuterie beaucoup plus saine. La diversité, que ce soit au niveau des légumes, on peut éventuellement aussi, du fait qu'on crée beaucoup de produits un peu sous une forme un peu rustique. Je prends le cas pour nous, c'était ce qui est le plus parlant, c'est les saucisses qui vont en format classique, mais là maintenant on travaille avec saucisses aux algues et aux salicornes, tout en restant à base de viande. C'est un peu un relooking des fondamentaux. Et donc là après on évolue justement, on suit la clientèle, quoi. Il y a effectivement des stratégies pour pouvoir proposer de la nouveauté, fidéliser une clientèle également avec des produits. Manger bien, manger sain. C'est vrai que c'est le slogan qui correspond à l'heure actuelle à nos mentalités, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a justement ces évolutions aussi de la demande, etc. ont conduit à des évolutions dans votre organisation du travail, dans les postes de travail également, et les compétences que vous recherchez du coup? Oui, après je dirais que toute l'évolution de la clientèle nous a amené à réfléchir différemment. À l'époque, c'était plus même sur que ce soit le poisson aussi. Le poisson, maintenant, on travaille avec essentiellement l'écrit local, que ce soit la turballe ou le croisic. Maintenant, on filtre nos filets de poisson. On travaille le produit le plus brut possible. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui veut se lancer dans le métier, au moins, on a toutes les compétences pour l'amener. Je dirais le faire progresser dans ses compétences. Il y a une grande diversité d'activités en fait dans les. D'accord. Et du coup, c'est peut-être aussi caractéristique de petites entreprises, etc. Une des qualités demandées, c'est la polyvalence. On est sur un métier qui nécessite. Ouais, puis maintenant, on a même pris la décision un petit peu, je dirais, de le personnel qui est en production, le faire passer un petit peu en boutique donc le week-end pour justement rencontrer la clientèle, connaître leurs besoins, leurs envies. Et c'est vrai que depuis 3-4 ans, on procède de cette façon-là. On voit bien tout de suite, il y a des nouveautés qui se mettent en place au laboratoire, enfin en fabrication, parce que ils l'ont rencontré forcément. Ouais. La demande, je dirais que ils entendent en direct effectivement la demande exprimée. Et puis alors dans la préparation de ce webinaire avec l'Union des entreprises de proximité, donc avec Madame Maréchaux, elle me disait aussi que de la même façon, il y a des entreprises qui vont pour les personnes qui sont en vente pour parfois les solliciter sur des tâches aussi en fabrication, peut-être des tâches plus simples. Et ce qui permet parfois de consolider des temps de travail pour aller et de fidéliser du coup les salariés vers des emplois à temps plein. À temps plein, oui, bien sûr. Et puis en même temps, ça permet d'avoir une régularité. La vente connaît maintenant les contraintes de la fabrication. La fabrication connaît les contraintes de la vente. C'est vrai que ça fait une belle osmose. Pour
ça fait ça ressoude un peu les équipes et puis comme ça, ça fait voir autre chose et ça diversifie le métier, quoi. Le travail aussi, l'activité pour les salariés. Ok. Comment vous envisagez les prochaines années? Qu'est-ce que vous voyez? Vous imaginez les processus en cours vont s'amplifier? Est-ce que vous voyez d'autres nouveautés qui vont... En nouveauté dans le futur, on voit bien à l'heure actuelle, la clientèle revient un peu sur les commerces de proximité, à nous adapter pour justement pérenniser un peu cette chose-là. On est un peu dans la digitalisation, je vais y arriver, depuis peu. Donc déjà, nous, on a envisagé de mettre à disposition des distributeurs un peu automatiques, avec une prise de commande au préalable pour justement la clientèle qui pourrait venir même pendant des heures de fermeture de la boutique. Ouais. D'accord, ok. Et donc, vous avez d'ores et déjà un site internet qui permet de commander. Il est en cours justement d'accord, ok. de construction là-dessus. D'accord. Okay. Donc effectivement, ouais, c'est un petit peu ce qui impacte aujourd'hui les métiers du commerce, la diversification des flux, des modalités pour pouvoir commander et éventuellement récupérer la marchandise, entre guillemets, soit directement en boutique, soit via des distributeurs. Ça pourrait être la tendance d'avenir. Tout à fait. Ok, merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des participants que vous voulez demander que vous voulez poser à Monsieur Gautreau avant qu'on poursuive le webinaire avec donc Monsieur Tinguy de H3O? Avez-vous déjà aidé un salarié à s'installer? C'est arrivé une fois, oui. Donc il est installé, je dirais, à proximité de nous en plus. On est dans le même groupement. Donc c'est vrai que c'est intéressant. On a toujours l'échange depuis. Et on a un très bon relationnel et ça se passe très bien. On est plus collègues que concurrents. Ouais. On a plutôt cette mentalité en quelque sorte. Et je crois juste avant le démarrage du webinaire aussi, vous nous disiez que vous aviez un confrère également qui allait arrêter son activité parce qu'il est confronté notamment à des difficultés de recrutement. Et du coup, qui va venir rejoindre. Voilà, il va rejoindre justement l'entreprise pour justement faire. On va mutualiser un petit peu, je dirais, du fait est qu'on a certains manques à certains postes. D'accord. Ok. Et vous parliez tout à l'heure du syndicat de la boucherie, des choses qui se mettent en place. Quelles sont les réflexions qui sont en cours là justement? On a parlé pas mal effectivement de ces difficultés de recrutement. Quels sont les alors je dirais que le travail qui est fait aujourd'hui est un travail qui vise à faire connaître, et puis on en reparlera tout à l'heure sur le secteur ouest, donc de la Loire-Atlantique. Il y a des visites entreprises qui vont être organisées dans les prochaines semaines, avec aussi la volonté de faire connaître, d'ajuster en tout cas la connaissance de ces métiers aux conseillers d'orientation, aux conseillers emploi. En dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont envisagées en termes de stratégie pour... La fédération est très présente, que ce soit de la charcuterie ou de la boucherie, tout ce qui va être les forums d'entreprise, il y a une communication qui est un petit peu qui est en place et qui va perdurer, je dirais, dans les mois. Ouais, d'accord. Ok, alors on a également une autre question de Laura de la mission locale de Sud-Vendée qui nous demande: est-ce que vous avez des salariés féminines? Oui, on doit être à peu près presque 50%. Presque 50% dans les permanents ou dans les permanents. Dans les permanents, d'accord. Est-ce que vous faites partie d'une organisation professionnelle? Oui, donc la Fédération des charcutiers traiteurs. D'accord, fédération. Et puis combien de personnes avez-vous en CDD et en CDI? Eh bien, donc en CDI, c'est une douzaine. Une douzaine en CDI. Et alors, par contre, effectivement, on dit qu'en saison, vous montez jusqu'à 20, et là, on est plutôt sur des CDD. Oui, là, on est sur des CDD, ouais, sur cette partie-là. Oui. Donc, une douzaine de CDI. Donc, c'est un métier où, effectivement, c'est plutôt la règle, le CDI. Vous et vos salariés participent à des concours type meilleur artisan de France, meilleur ouvrier de France. Ouais, ah oui, c'est meilleur apprenti. Donc oui, tout le personnel en apprentissage participe systématiquement au meilleur apprenti de France. Les Olympiades des métiers, on n'est pas représenté au métier de la charcuterie, on est plus au métier de la boucherie. Donc les concours meilleur ouvrier de France, oui, je l'ai déjà tenté
2 fois déjà. D'accord. Et après, tout ce qui va être concours de produits ou, je dirais à titre personnel, oui, on en fait très régulièrement. On a été primé plusieurs fois au niveau de la région. Oui. Avec effectivement cette attention particulière que vous avez à votre approvisionnement, à pouvoir trouver la matière première qui soit de meilleure qualité. Alors peut-être aussi on peut conclure votre intervention avec ce que vous me disiez en entrée et en introduction tout à l'heure et qui je trouve est intéressant à bien avoir en tête. C'est sur la différence entre la boucherie et la charcuterie en 2 mots. Ah oui, en 2 mots. Bon, alors la boucherie, bon, c'est tout ce qui va être la partie crue, le métier de la viande. Donc charcutier, on va plus avoir la partie chair cuite, donc le porc plus les fabrications à base de porc. Et donc le côté traiteur où on va rencontrer le côté un petit peu cuisine, je dirais. On a vraiment trois métiers dans l'établissement. D'accord. Ok. Donc Ludivine est en train de poser également une question. Et puis on va poursuivre dans un petit instant avec Monsieur Tinguy. Ok. Donc Monsieur Tinguy, donc vous travaillez au sein de H3O, un centre de formation. Oui. Donc vous allez pouvoir nous préciser un petit peu quelle est l'activité d'H3O, quelle est son implantation aussi en région. Oui. Donc H3O, Conseil et Formation, est un cabinet de conseil et de formation. On a implanté depuis 1986. Alors on n'a pas une centaine d'années d'existence, mais ça compte quand même. Voilà, un organisme de formation qui a plus de 30 ans. Donc on propose des formations courtes, du conseil, du coaching aux entreprises, et également on a une activité alternance. Professionnalisation, on propose des parcours de formation certifiants et qualifiants. Et c'est à ce titre qu'on a été sollicité pour intervenir aujourd'hui, puisque nous proposons des formations dans la vente, donc de vendeurs conseils ou de vendeurs bouchers en alternance notamment. D'accord. Alors ça dure combien de temps une formation dans la vente, en vente dans les métiers de bouche? Alors en fait, nous on intervient sur 2 types de formations. On a ce qu'on appelle les formations en alternance, plutôt des CQP de branches professionnelles. Donc je vais prendre l'exemple de vendeur boucher, qui est une formation qui dure 10 mois. Ouais. Où on est dans le cadre d'une alternance de 1 à 2 journées par semaine en formation, puisque sur ce type de formation, il y a toute une partie technique qui prend certes un peu plus de temps, mais sur des formations plutôt de vendeur conseil ou d'employés en magasin. On est sur 8 mois en alternance avec 1 journée de formation par semaine. Le reste du temps, la personne étant en entreprise en alternance. D'accord. Et puis vous avez d'autres formations qui sont des formations pré-alternance pour lesquelles nous avons été également sollicités par les fédérations, et notamment la fédération qui appartient à M. Gautreau, pour former des vendeurs conseils dans le cadre de formations courtes pré-emploi. Donc on appelle des PEC, donc des préparations opérationnelles à l'emploi collectif. D'accord. Ok. Donc effectivement, le H3O, vous nous avez reprécisé effectivement le domaine les enjeux. d'intervention. On est sur de la formation courte et de la formation en alternance. On intervient essentiellement sur des thématiques autour du management, de la relation client, du développement commercial. D'accord. Et vous êtes implanté à côté du Zénith, à Saint-Herblain. À Saint-Herblain, d'accord. Ok. Voilà, vous voyez le Zénith, nous sommes juste à côté, donc nous avons notre centre de formation, des locaux, des salles. Dans la région nantaise, ouais. Voilà, tout à fait. Donc, effectivement. Alors voilà, c'est juste en quelques mots, sans prendre trop de temps, parce que l'objectif vient de parler des métiers. On est vraiment dans une approche sur mesure, ce qui nous a permis de construire notamment des programmes de formation avec les fédérations de la boulangerie et de la charcuterie pour former des vendeurs conseils. Donc on est vraiment dans cette approche de répondre au plus près des besoins des employeurs. Donc en construisant des parcours de formation adaptés sur mesure. Et puis on intervient et on fait intervenir beaucoup le théâtre à travers des mises en situation aussi dans nos formations pour que les personnes puissent être en situation. Et donc on est vraiment dans le cadre de formation participative et active. Voilà.
D'accord. Alors, on a une première question de Marie-Laure de la région Pays de la Loire qui Oui. demande est-ce que les POEC, elles sont sur quel territoire? Elles sont sur. Alors, on a participé à 3 PEC, 2 dans le département du 44 et une 49. D'accord. Et ces 3 POEC avaient pour but de former des vendeurs conseils en commerce de bouche. D'accord. Et étaient, voilà, il y avait voilà, des financeurs, Opcali pour pas le citer, des fédérations, une EP qui s'organisaient autour d'un projet commun qui était de former des demandeurs d'emploi au métier de vendeur conseil sur ces départements-là. D'accord. Sachant qu'effectivement, quand on se forme sur le métier de vendeur conseiller en métier de bouche, vous pouvez constituer des groupes avec des personnes qui se destinent plutôt à la boulangerie, plutôt à la charcuterie. Voilà, on l'abordera dans les prérequis si vous voulez, mais l'idée est effectivement en amont d'identifier avec le soutien de Pôle emploi, de Cap emploi également, des missions locales, d'identifier les projets professionnels chez les demandeurs d'emploi et les orienter vers les informations collectives qu'on organise. Nous, ensuite, on les rencontre, il y a tout un process d'entretien pour évaluer leur motivation et la cohérence de leur projet. Et après, effectivement, les personnes vont souvent s'orienter vers la boulangerie ou vers la charcuterie. Mais nous, en formation, on est plutôt là pour leur donner envie d'aller travailler dans la vente. Et parfois, des personnes qui souhaitaient, parce que la boulangerie peut-être plus attractive, s'orientent finalement vers la charcuterie en cours de formation. Peut évoluer, ouais. Voilà. D'accord. Ok. Donc les valeurs du centre de formation. Voilà, bah c'est vrai que l'originalité, bon là, tout ce qui est bienveillance, mais évidemment l'originalité, c'est aussi dans la pratique de nos animations et de nos formations. On n'est pas dans une approche uniquement traditionnelle, même si les apports théoriques, il en faut toujours, mais on est vraiment dans ce que je disais tout à l'heure, dans une pédagogie active, avec l'apport du théâtre et aussi ce que disait Monsieur Gautreau tout à l'heure, avec votre démarche dans la digitalisation. Voilà, j'ai ma langue est fourchée également. C'est aussi de se dire qu'on peut, à travers différents outils, apporter de l'originalité, de l'interactivité avec les personnes qui suivent la formation. D'accord. Alors, Marie-Laure également qui nous demande est-ce que vous connaissez l'insertion post-POEC des stagiaires? Alors, l'insertion post-POEC, alors je suppose que la question tourne autour de l'insertion en emploi, si je comprends bien. Ouais. On a, dans le cas de nous des POEC, on a un suivi à 3 et à 6 mois réalisé. Ouais. En fait, il y a 2 types de POEC. Vous avez celles qui sont pré-alternance, où vraiment l'objectif, c'est que les personnes derrière continuent en alternance, soit dans notre centre de formation, soit dans un autre organisme, hein, mais l'idée, c'est de pouvoir leur permettre de poursuivre leur parcours de formation et d'apprentissage à travers de l'alternance. Et puis, ce qui a été le cas pour Vendeur Conseil, on était plutôt dans une logique de formation pré-emploi pour que les personnes, elles basculent directement dans l'emploi pour répondre aux besoins des employeurs. Après, c'est comment on arrive à mettre en relation les stagiaires et les employeurs, comment on crée la rencontre. C'est ce qui fera que les résultats en emploi seront bons. D'accord. C'est pour moi la clé. Et sur les dernières expériences, par exemple, vous avez un taux sur Vendeur Conseil? Sur Vendeur Conseil en commerce de bouche, en fait, ça peut prendre. Il y a des personnes qui vont trouver tout de suite parce que à l'issue ou dans les visites terrain que nous réalisons, il y a eu des contacts il peut y avoir des contacts, etc. Ouais. Dans les job dating que nous pouvons organiser, s'il y a les employeurs qui réussissent à se mobiliser, le taux en insertion est très bon. Tout dépend vraiment de cette mise en relation. Mais sur les taux, on est très rapidement sur un groupe de 12 personnes à 50% en emploi, mais ce qui est pour moi, à mon sens, pas suffisant. C'est-à-dire que les personnes doivent toutes trouver un emploi, sauf évidemment conditions exceptionnelles d'arrêt de formation ou de projet. Ok. Donc ça, on reprend juste les thèmes d'intervention qu'on va balayer ensemble, donc on peut passer rapidement sur ce slide-là. Les profils des personnes en formation, vous avez tout type de profils. C'est vrai que les profils qui vont se présenter à nous vont aussi être en lien avec les formations que nous proposons. Je m'explique. Les profils que nous recevons pour de l'alternance vont être différents des profils pour l'objectif, il n'est pas le même. L'alternance, nous, on est amené à former, par exemple, des vendeurs bouchers. Donc, Monsieur Gautreau parlait tout à l'heure de l'exemple du militaire en reconversion professionnelle. C'est vrai que sur ce type de métier-là, on va plutôt avoir des parcours de vie
on va être dans le cadre de reconversion professionnelle. Mm, mm, mm. Vendeur boucher, clairement, on a moins de jeunes diplômés ou de jeunes de 18 ans qui arrêtaient un CAP, etc. On va va moins avoir cet exemple-là. On va plutôt avoir des personnes qui ont exercé des métiers par ailleurs et qui, à travers le CQP de vendeur boucher, qui est très court, qui est 10 mois. Mm, mm, Alors attention, on ne forme pas des bouchers en 10 mois. Il faut bien plus de temps que cela, mais en tout cas, on apporte des compétences de base suffisantes pour pouvoir occuper un poste, un premier niveau de responsabilité en entreprise. Et là, ça va plutôt s'adresser à des personnes ayant de l'expérience du monde de l'entreprise, parce que c'est ce qui est super important, c'est être capable de... Il y a la partie technique métier, mais ce qui est primordial, c'est ce qui est essentiel, c'est comment s'intégrer à une équipe, à une organisation, les codes, l'environnement de l'entreprise. Ouais, ce qu'on entend aujourd'hui dans beaucoup de secteurs d'activité, les compétences transversales aujourd'hui Exactement. qui sont effectivement nécessaires. Et après, les compétences techniques peuvent venir dans un second temps. Les compétences techniques, boucher, clairement, c'est indispensable. Mais en tout cas, voilà, pour la plupart des formations, aujourd'hui, on se rend bien compte que ce sont ces compétences transversales qui demandent un vrai travail de fond. Et puis pour tout ce qui est PEC ou formation plutôt pré-emploi, pré-alternance, on va dire, et là, on n'est pas dans le cadre de l'alternance, on a beaucoup aussi l'exemple de personnes qui n'ont plus exercé le métier depuis un certain nombre d'années et qui ne sont plus employables. C'est-à-dire qu'elles vont se retrouver sur le marché de l'emploi en disant voilà, ça fait 10 ans que j'ai pas travaillé. Clairement, il faut une sorte de remise à niveau, de mise à jour des compétences, puisque vous le disiez, c'est un métier qui évolue beaucoup en permanence, pour reprendre votre terme. Donc, la formation doit leur permettre une certaine forme de mise à jour pour retrouver de la crédibilité auprès des employeurs. Mm. On a aussi des profils, alors ça c'est assez récent, c'est les nouveaux arrivants sur le territoire qui, alors je parle voilà des personnes qui arrivent sur le territoire français et qui ont une forte qualification à leur pays d'origine. Ça on le remarque aussi. Des personnes qui peuvent avoir des licences, des maîtrises dans des secteurs qui n'ont absolument rien à voir, mais qui n'ont pas de valeur. Les diplômes, j'entends, n'ont pas de valeur, on va dire, en tant que tel, malheureusement, sur le territoire français. En tout cas, ils ont du mal à occuper les postes pour lesquels ils pourraient espérer. En tout cas, il y a une vraie difficulté pour ces personnes. Donc, elles s'orientent vers des formations plutôt courtes et qualifiantes, vraiment dans des choses qui n'ont absolument rien à voir. Et l'exemple de la personne qui était militaire qui devient boucher, on l'a aussi sur vendeur conseil, des gens qui sont biologistes et qui se retrouvent à faire une formation pour pour être vendeur conseil en boulangerie ou en charcuterie. D'accord. Voilà. Ok, donc on va poursuivre parce que l'heure file un petit peu. Donc avec cette slide-là, effectivement, qui présente quels sont les... Il doit manquer des éléments, ouais, je pense. Je continue à cliquer. Voilà, ça y est. Nous, on intervient essentiellement sur le champ de la formation qualifiante et certifiante. On propose depuis plusieurs années maintenant des formations type CQP, qui sont des formations de branches professionnelles, qui sont là pour répondre aux branches professionnelles. C'est-à-dire que les branches professionnelles déterminent des métiers en tension et des formations qualifiantes inscrites pour la plupart au registre national des certifications professionnelles sont créées pour répondre aux besoins de formation sur des métiers, notamment de vendeur conseil. Il y a plein de spécialisations. Vous avez vendeur conseil en poissonnerie, vous avez vendeur boucher. Il y a plusieurs options qui se rajoutent à ces CQP-là pour répondre vraiment aux besoins de formation dans les branches professionnelles qui sont des remontées des employeurs. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez les dispositifs POEC qui, là, sont vraiment pour répondre à des besoins à court terme de formation sur des postes de vendeur conseil. Donc, d'un côté, on a l'alternance et d'un autre côté, on a la formation tremplin pour remettre le pied à l'étrier à des personnes qui ont soit déjà exercé, soit besoin de cette mise à jour de formation. Et puis, ce qui a été évoqué tout à l'heure, vous avez les certifications initiales, SAP, Bac Pro, mention complémentaire, que chacun des intervenants a abordé avant moi.
Ok, donc effectivement, ce qu'on voulait aussi évoquer avec vous aujourd'hui, c'était la question des prérequis sur les métiers. Quelles sont les compétences justement transversales ou les Mm. soft skills, on en parlait il y a un petit instant, qui peuvent être appréciées, qui peuvent permettre aussi de réussir finalement à se reconvertir dans ces métiers-là. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été indiquées, effectivement le sens de la relation, de la satisfaction Mm. client, puisqu'on est sur des petites entreprises avec de proximité, et donc tous ces aspects-là sont importants. L'état d'esprit Oui, également. alors c'est vrai que quand vous le disiez tout à l'heure, quand on rencontre nous des candidats, ils postulent à des formations. Au même titre, quand ils se déplacent en entreprise, ils postulent à un emploi. En fait, nous, on est là pour identifier les motivations pour le métier. Donc, quelles sont leurs représentations du métier? Est-ce qu'ils ont une bonne vision de ce qui peut leur demander dans le cadre d'un poste, que ce soit en fabrication, bon là un peu moins, mais en vente. Donc, on travaille beaucoup sur les représentations des métiers, puisque les choses ont évolué. Vous vous disiez tout à l'heure, Monsieur Gautreau, 12 CDI dans votre entreprise, une certaine forme de fidélisation. Donc, ce sont des métiers capables de fidéliser les salariés. Donc, il y a forcément des raisons à cela. Donc, on travaille. Nous, on apporte aussi des réponses par rapport à certaines interrogations, mais on s'assure en amont que les personnes, à travers leur accompagnement, j'évoque mission locale, Cap Emploi et autres, aient validé leur projet professionnel par des immersions, par des rencontres avec des professionnels notamment. Et c'est vrai que pour nous, c'est indispensable que les personnes, elles voient, elles puissent même toucher, regarder et se rendre compte que c'est un métier qui peut être hyper passionnant. Donc il y a ça. Après, évidemment, on va, nous, en entretien, se concentrer sur la posture, sur le comportemental et sur l'état d'esprit. Pourquoi? Parce que on va être amené à travailler en équipe dans une boutique, dans un magasin, et c'est vrai que la posture, le comportemental est hyper important Primordial. et primordial. Donc nous, dans notre recrutement, on va vraiment se concentrer sur ces aspects-là. Et puis, il faut pas oublier la vente, puisqu'il y a aussi l'aspect vente. On s'improvise pas vendeur. Donc nous, en formation, on est là pour apporter des compétences sur tout ce qui est technique de vente et ou vente additionnelle, enfin toutes les astuces. Mais on réalise également des tests, nous, en entretien, tests de personnalité axée vente. Voilà, c'est un guide derrière pour nous pour accepter ou non les personnes en formation. Mais vraiment, pour nous, c'est en lien complet avec ce qui va être demandé dans les métiers. C'est pour ça que quand je vois les prérequis sur les métiers, nous, c'est ça, c'est l'état d'esprit, c'est l'aptitude à vendre et c'est la polyvalence, le sens de l'écoute et de la relation client. Alors, on a une autre question, effectivement, un participant qui nous demande, avez-vous des personnes issues de l'agroalimentaire, de la grande distribution? Et si oui, c'est quoi les constructions de parcours? Donc des personnes qui ont une viennent de la grande expérience. distribution et qui souhaitent aller vers l'artisanat. Voilà, ou de l'agroalimentaire, c'est ça, effectivement. Ouais. Oui, si. Je tourne l'écran pour Monsieur Gautreau qui intervient. Si, grande distribution, j'ai rencontré une fois le cas. Ouais. Donc là, c'était plus sur de la vente. Donc en boutique et elle avait pas forcément, enfin elle avait déjà les diplômes requis. Donc après, c'était vraiment et de l'expérience peut-être aussi en vente, en grande distribution, métier de bouche peut-être déjà. Ouais, d'accord. Okay. C'était vraiment plus axé sur la connaissance de produits, enfin nos produits, je dirais. Les produits, ouais, de la charcuterie Gautreau spécifiquement. Ouais, d'accord. Je tourne à nouveau l'écran. Alors pour faire une réponse complémentaire, donc là plutôt en tant que centre de formation, nous tous les profils qui à un moment donné de près ou de loin ont pu côtoyer la vente, l'alimentaire, ce sont des profils qui retiennent forcément. Il y a des passerelles pour il y a des passerelles, qui retiennent l'attention. Il est midi, donc on va poursuivre et terminer votre intervention, Monsieur Tinguy. Alors nous, les formations, on se base, je l'expliquais tout à l'heure, sur plutôt des formations basées sur les techniques professionnelles. Donc nous faisons intervenir des professionnels métiers, des gens issus du monde de l'entreprise ou de l'artisanat. Notre formation de vendeur boucher est animée par moitié par un boucher qui aujourd'hui qui exerce le métier depuis 40 ans. Voilà. Donc on travaille
qu'avec des intervenants et des formateurs issus du monde métier. professionnel et du métier. Après, ce que je disais tout à l'heure, on va beaucoup travailler sur tout ce qui est communication, approche comportementale et aussi sur la confiance en soi. Enfin, derrière, tout ce qui est technique professionnelle, métier, La découpe de viande, la découpe de viande en laboratoire. Après, la partie plutôt gestion des stocks, technique de vente, travail en équipe, beaucoup. Donc, on aborde vraiment la communication, les techniques de vente et les techniques métiers. Mais ce qu'on essaie de faire au maximum dans le cadre de nos formations, c'est de faire des immersions en entreprise, des visites terrain en entreprise. On organise par exemple des matinées où ils vont sur le marché de Talensac pour faire des enquêtes métiers, vont rencontrer des professionnels pour que les personnes puissent parler de leur métier et avec passion, puisque on le verra dans les clés de la réussite, c'est pour réussir dans ce métier, dans ces métiers, il faut quand même être passionné. Il y a une dimension vocationnelle, on peut dire, dans les métiers de bouche. Alors vocationnelle, la vocation, elle peut arriver. C'est-à-dire que c'est pas forcément inné. C'est pas, voilà, pour moi, c'est des choses qui peuvent aussi se construire avec le temps et avec les expériences. Mais vraiment, les clés de la réussite sont ce lien avec les employeurs doit être aussi bien cultiver, et c'est ce que vous allez faire après ce webinaire, donc c'est très bien, entre les prescripteurs et les entreprises. Nous, dans nos formations, les personnes sont amenées à rencontrer les employeurs, donc ça c'est pour nous important. Nos formations et les formations générales doivent, à mon sens, être en lien avec en lien et en phase avec les réalités du terrain. Donc des formations qui doivent être pratico-pratiques, dynamiques. Et puis vraiment cette implication, c'est les personnes qui vont réussir c'est aussi dans des organisations qui sauront transmettre cette passion et ce goût pour l'innovation et la nouveauté. Et vraiment avoir des employeurs qui réussissent à prendre du temps pour intégrer les personnes et les impliquer au quotidien. Et leur transmettre. Voilà, c'est vraiment cette transmission, elle est hyper importante. En face, bien sûr, il faut que la personne ait l'envie et d'apprendre et de découvrir des nouveaux métiers. Alors effectivement, il est 12h03, donc si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit donc à Audrey Beaufort de la Chambre des métiers de l'artisanat, à Monsieur Gautreau ou à Monsieur Tinguy. On peut prendre encore une ou deux questions pour y répondre. Et puis donc effectivement, vous y faisiez référence à l'instant, Monsieur Tinguy, à l'initiative du CLEFOP Loire-Atlantique Ouest. Il y a ce webinaire va être suivi d'un certain nombre de visites, dont l'objectif c'est effectivement la rencontre d'artisans, comprendre les métiers, les activités en situation, voir les réalités du terrain, etc. Et donc les différentes visites programmées donc sont affichées. Il y a notamment un traiteur à la Chapelle des Marais le 15 mai. Donc la charcuterie Gautreau accueillera des participants aussi le 28 mai, et puis une pâtisserie chocolaterie à La Baule le 6 juin. Voilà, on vous présente ça aussi même si vous n'êtes pas sur le territoire Loire-Atlantique Ouest, parce que ça peut être des idées aussi pour d'autres territoires, de dire bah tiens, on prend contact avec l'UDP, puisque c'est Armelle Maréchaux de l'UDP qui est partenaire aussi de l'organisation de ces visites. Donc voilà, c'est tout à fait des choses qui sont possibles à l'initiative de d'autres territoires de la région pour permettre aux conseillers emploi d'approfondir leur connaissance des métiers de bouche. Donc pour Karine, effectivement, on va vous envoyer à 13h tout à l'heure le PowerPoint et puis un formulaire d'évaluation sur ce webinaire. Donc vous aurez accès effectivement à la présentation qu'on vous a envoyée. En quelques mots, on voulait vous dire voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir en termes de messages clés des métiers de bouche. Donc je vais vous laisser les uns ou les autres commenter. Voilà, ce qu'on a vu tout à l'heure avec Monsieur Gautreau, c'est effectivement la notion de regain et de retour de la tradition culinaire et du fait maison. Voilà, une appétence pour le goût, l'authenticité des produits. Voilà, donc ça c'est un des éléments qui impacte l'activité. On va voir ensuite la notion de créativité. Ça a été aussi nommé autour de ce webinaire. Effectivement, c'est des métiers où la créativité est la bienvenue et peut être un atout aussi pour trouver sa place. La notion de souplesse des organisations, alors on l'a vu tout à l'heure avec vous, Monsieur Gautreau, effectivement, ça peut être aussi une tendance dans vos organisations
voilà, de permettre la polyvalence, et puis de peut-être, dans une certaine mesure, de tenir compte aussi des contraintes personnelles que peuvent avoir les candidats, les salariés. Oui, tout à fait. Oui. Oui, on peut échanger, je dirais, notre savoir entre la vente, la boutique, entre la boucherie, la charcuterie et le traiteur. C'est assez vaste et étendu. La polyvalence, je pense qu'elle a été nommée plusieurs fois. Effectivement, vous l'aurez compris, hein, que c'est vraiment quelque chose qui va être un atout certain dans ce métier, qui va être recherché. Un autre argument aussi, peut-être pour pouvoir encourager des personnes, on est sur des emplois qui se trouvent partout, hein, en milieu rural, en milieu urbain. Il y a, c'était une question que vous aviez aussi tout à l'heure. Voilà, les emplois de bouche sont présents partout sur le territoire régional. Une tendance aussi à l'amélioration des conditions de travail d'emploi. Alors, est-ce que vous pouvez illustrer ça en quelques... Voilà, on mécanise certaines tâches qui étaient un petit peu, je dirais, qui étaient difficiles, ou que ce soit pour les portes de, pour les voilà, les portes de charge. les portes de charge. Donc maintenant on a des machines qui peuvent faire du semi-automatique. Après l'environnement aussi, on est dans un milieu climatisé en partie, on a des adoucisseurs pour justement apaiser le courant d'air. On est en constante évolution là-dessus, quoi. Ouais. Là-dessus. C'est tout nouveau matériel, je dirais, est prévu justement pour améliorer les conditions de travail, et puis en même temps maintenant avec par le biais de que ce soit même de la CARSAT aussi qui peut conseiller sur plein de choses. Les conditions, donc c'est vrai qu'on s'adapte. Donc effectivement, des entreprises à taille humaine en constante adaptation. Et puis, ce qu'on a dit un petit peu, mais effectivement, c'est aussi un métier où il y a d'une part des possibilités d'évoluer en tant que salarié, et puis il y a aussi la possibilité de créer son entreprise ou de reprendre des entreprises. Il y a des départs à la retraite à venir. On l'a vu tout à l'heure sur les chiffres, il y avait 25% des plus de 55 ans. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a de la place dans les 5 ans à venir. C'est vrai qu'il y aura des belles entreprises. Il y a des belles entreprises qui vont à reprendre, et c'est vrai que ça laisse envisager plein de bonnes choses pour le futur. Peut-être, Madame Beaufort, vous, un petit mot pour conclure aussi, pour pouvoir dire, voilà, sur les métiers de bouche, qu'est-ce qu'on peut faire passer comme message, effectivement, aux conseillers emploi, pour qui vont recevoir des publics dans les jours à venir, qu'est-ce qu'ils peuvent leur faire passer comme message sur ces métiers-là? C'est vrai que notre message principal, c'est de dire qu'il y a des emplois dans ces métiers. Après, il faut aller au-delà de l'image que les gens ont en tête. C'est vrai que les visites d'entreprise, c'est une très bonne solution. Il faut aller voir ces métiers pour casser un peu l'image du boucher sanguinolent, de la poissonnerie qui est peut-être un peu désagréable. En fait, il faut aller voir ces métiers et voir que les conditions de travail sont grandement améliorées et casser un peu l'image d'Épinal qui colle à ces métiers. D'accord. Monsieur Tiangui, vous, en un mot aussi sur les métiers de bouche? Non, je rejoins ce qui vient d'être dit. Nous, on a toujours des difficultés à recruter, hein, donc sur les métiers de bouche, que ce soit dans les dispositifs POC où on a avec Pôle Emploi eu pas mal de difficultés pour trouver des personnes. Ouais. Donc le sourcing est complexe. Pour moi, ça peut être. Pour moi, je suis convaincu que ce sont des métiers très intéressants, enrichissants, qui permettent aussi d'apprendre beaucoup de choses, que ce soit dans les conseils de préparation culinaire et autres. Donc, vous le disiez tout à l'heure, il y a eu cette mode, on voit les émissions télé autour de la gastronomie et autres. Je pense qu'il faut s'appuyer aussi là-dessus pour casser cette barrière. Mais oui, voilà, c'est une réalité. Nous, on a encore des difficultés pour trouver des personnes. Donc, voilà, il faut que les personnes aillent voir les entreprises. Ça, c'est vraiment pour moi une solution à court terme qui peut être efficace. Rencontrer les entreprises, effectivement, ça peut être la clé pour... Alors, on vous a mis aussi en fin de slide, vous pourrez voir un certain nombre de ressources, que ce soit sur de l'OPCA, hein, le site Alimétier, des ressources de l'ONICEP. Vous allez aussi également avoir des articles qui sont... Enfin, une fiche famille de métiers qui est sur le site du Cariforef. Vous avez les liens. Voilà, un certain nombre de vidéos également sur les métiers de boucher, boulanger, pâtissier, traiteur, qu'on trouve sur YouTube, et ça peut permettre aussi être des premiers temps de découverte, d'immersion entre guillemets
pour mieux connaître ces métiers-là, et pour vous et pour les publics que vous accompagnerez demain. Et puis, eh ben, écoutez, on va vous indiquer les prochains rendez-vous. Alors, le prochain webinaire sera dédié au métier du transport et de la logistique, le prochain webinaire dédié à un secteur d'activité. Donc, ce sera le 25 juin à 11 h. Et puis, je vous signale également, c'est pas présent sur cette slide-là, le 6 juin, il y a un atelier sur la mobilité qui aura lieu à Nantes. Voilà, on vous a mis le lien pour s'inscrire, pour retrouver l'ensemble de l'offre de professionnalisation du Carrefour F et pouvoir s'y inscrire. Donc, n'hésitez pas. Ben je vous remercie, Madame Beaufort, Monsieur Tinguy et Monsieur Gautreau d'avoir été présents à ce webinaire. Et puis, je remercie également les équipes du Carrefour F qui nous aident sur tous les aspects, notamment le pôle documentation pour trouver des ressources sur les secteurs d'activité. Je remercie Vincent pour l'assistance technique aujourd'hui. Et puis évidemment, Armel Maréchaux avec qui on a collaboré, qui a pris contact avec l'intervenant, et puis donc Armel Maréchaux de l'Union des entreprises de proximité. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos interrogations, aux zones d'ombre éventuellement qu'il y avait sur ce secteur d'activité. Et puis, on vous souhaite une bonne journée également, et puis à très bientôt.